Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Avant de vous présenter Derry, vous connaissez déjà, pour la plupart d'entre vous d'ailleurs, Derry Berkani, je dois vous faire deux annonces. La première, c'est une exposition en hommage à Kamel Yayaoui, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui aura lieu du 12 au 29 février, avec un vernissage le mercredi 14, à partir de 17h. Donc, première annonce. La deuxième, c'est une projection du film Revenir, réalisé par Aïda Amara, qui aura lieu, il y aura deux projections le 17 février, à 15h et à 17h. Voilà. Donc, on vous attend très très nombreux, bien sûr. Voilà, cette soirée des guillemets est donc consacrée à Derry Berkani qui va nous présenter son dernier ouvrage, paru aux éditions L'Harmattan, Cendres et Sable. Derry, bon, est un habitué des guillemets, on le sait, et puis surtout de l'ACB dont il est l'un des pionniers. La plupart d'entre vous le connaissent, mais comme il y a de nouveaux venus parmi nous, je vais très succinctement vous retracer son itinéraire. Donc Derry a publié une dizaine de romans, 11 exactement me dis-tu. Le premier en 1995, Ne montre à personne, et le dernier, celui qui nous réunit ce soir, Cendres et Sable. L'œuvre littéraire de Derry est faite de lutte. Lutte contre l'obscurantisme, lutte contre les préjugés, lutte contre le mensonge. C'est un plaidoyer pour la tolérance, pour la laïcité, pour la réhabilitation de la mémoire. Mais si Derry écrit des romans, on ne peut faire l'impasse sur sa vocation première, qui est le cinéma. Donc, études de cinéma à l'IDEC, après des brillantes études de médecine. Ses premières armes dans le cinéma, il les a faites sous le patronage de Roberto Rossellini. Et puis tu vas passer très vite à la réalisation, après avoir tenu ton unique et premier rôle de ta vie dans l'un des films de Rossellini, celui de Saint-Augustin. Tu vas réaliser 2 longs métrages et de très nombreux documentaires pour France Télévisions, donc Arte, TF1, France 3, etc. Voilà, très succinctement. Si vous voulez en savoir davantage, allez voir notamment chez Marsa, aux éditions Marsa, dans la revue Algérie Littérature Action, il y a un portrait, long portrait de Derry Berkani, qui s'appelle déjà le Kabyle qui aimait la mer, parce que Derry est aussi navigateur solitaire. Cendres et Sable maintenant. Ce 11e roman, c'est l'histoire d'une amitié. Une amitié forgée dans le tumulte de l'histoire. C'est une amitié entre un juif algérois, juif berbère algérois, Raymond Illouz, et Mohamed Zouali, grand résistant, marchand de légumes et prieur occasionnel à la mosquée de Paris. C'est une amitié qui va durer en gros un demi-siècle, qui va prendre racine durant la persécution nazie de la Seconde Guerre mondiale, qui va traverser toute l'histoire de l'Algérie, notamment la guerre d'indépendance, et qui va s'achever par une autre persécution qui, elle, résulte de la montée de l'intégrisme salafiste à la fin du siècle dernier. Le roman s'inscrit dans une démarche de réhabilitation de la mémoire, et en particulier celle du rôle qu'a joué la mosquée de Paris dans la résistance à l'occupant et la protection des résistants et des enfants juifs. C'est un sujet que tu as traité dans un documentaire qui continue à tourner encore aujourd'hui dans les écoles notamment et au-delà, et qui s'intitule « Une résistance oubliée, la mosquée de Paris, 1940-1944 ».
Alors, est-ce que tu peux justement, puisque c'est à la base un peu cette histoire, nous dire quelques mots sur cette résistance oubliée? La mosquée de Paris avait des prieurs qui étaient en fait des ouvriers. Et les fidèles étaient pour l'essentiel des ouvriers émigrés essentiellement parce qu'ils étaient français en fait. C'était une immigration dite d'intérieur de la Kabylie. À 98%, c'était des Kabyles qui habitaient, qui allaient à la mosquée pour prier, voilà. Et comme ces gens-là avaient été syndiqués, avaient participé à des luttes, c'est tout naturellement que, par osmose, si j'ose dire, ils ont participé à la résistance, surtout les FTP. On les appelait, puisque le Front Terreur et Partisans utilisait les langues comment dire, vernaculaires, on les appelait les FTP kabyles parce que souvent leur message était en kabyle, langue que ne parlaient pas en fait la plupart des gens, que ne comprenaient pas la plupart des gens. Et surtout, pour se prémunir contre ce qu'on appelait la brigade nord-africaine, qui était, elle, carrément fasciste, qui travaillait avec la FO et la Gestapo, qui était fait de souteneurs, de voleurs, tout ce qu'on veut, de gangsters, de pigalle, et qui voulait et qui pouvait s'introduire dans l'organigramme de la résistance. Et c'est pour ça qu'on utilisait le kabyle, parce qu'eux étaient arabophones. Voilà. Donc, ça n'est pas une revendication culturelle, c'est une précaution de clandestins qui s'assuraient que leur message n'était pas intercepté par de mauvaises mains. Et ça a bien fonctionné puisque c'était un réseau plutôt de passage. C'était pas des résistants actifs qui faisaient, comme la Moye par exemple, qui faisait des attentats contre les gens. C'est plutôt un réseau qui faisait passer les gens, en particulier les aviateurs qui étaient tombés qui tombaient derrière les lignes allemandes, des aviateurs des Alliés, des résistants qui devaient passer en zone libre, et en 1942, beaucoup d'enfants juifs, essentiellement des gens qui étaient d'Afrique du Nord, à la mosquée de Paris, alors que toutes les migrations ont été faites de célibataires. Quelques bourgeois avaient des familles ici, des médecins, des avocats, etc., algériens qui avaient des familles, mais le reste c'était vraiment des célibataires. Et à la mosquée de Paris, en 1974, lorsque j'ai fait un repérage, existait un document. C'était un livre avec une couverture un peu mordorée, comme on faisait jadis, et qui soulignait le nom d'enfants avec leur âge, 6 ans, 3 ans, qui venaient en quelque sorte, qui étaient musulmans, par le fait, parce qu'il y avait une école coranique, etc. Et puis elle avait une espèce de certificat qui était exigé par les autorités, qui était musulmans ou pas musulmans. Voilà. Donc ces enfants, je pense qu'ils ont été cachés ou protégés par la mosquée de Paris. Attention, la mosquée de Paris n'était pas un lieu de séjour, c'était un lieu de passage. C'est-à-dire que les enfants ou les aviateurs, les parachutistes, passaient un jour ou deux, puis après étaient évacués. Voilà ce qu'est la résistance, en quoi consistait la résistance de la mosquée.
Et cette fameuse lettre en kabyle? Et cette fameuse lettre en kabyle? Alors, il y a une lettre en kabyle, elle était lue, c'est pas un tract, j'avais l'original, c'était un texte tiré sur de l'alcool, donc il y avait un côté rougeâtre qui ressortait un peu, parce que c'est vraiment une lettre tirée à peu d'exemplaires en fait. Et elle était lue dans les boui-boui, dans les lieux où habitaient ces Kabyles, et parce qu'ils étaient contraints à un couvre-feu, malgré tout. Ils n'étaient pas raflés comme les Juifs, mais ils étaient soumis à un couvre-feu. Et donc, à partir de 18h, je crois, ou 19h, l'été, ils étaient ils jouaient au domino, enfin, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, on a lu cette lettre dans ces endroits-là pendant le couvre-feu. Alors, cette lettre, j'ai essayé de la remettre par cœur. Irlé, Hafsan, Egoyan, Paris. Dans l'Arva, Amnukli. Irdaman, Amnukli. Maintenant, enfin, j'ai pas toute la. Grosso modo, c'est hier, on a arrêté des Juifs à Paris, essentiellement des ouvriers comme nous. Ils sont en exil comme nous. Leurs enfants sont nos enfants. Si jamais tu rencontres un de ces enfants, essaie de le protéger le temps que le malheur passe. Enfant de mon pays, ton cœur est grand. Voilà, grosso modo. Oui, magnifique, merci. Est-ce que c'est cette histoire qui t'a en partie inspiré les personnages du roman? Oui, et pendant le tournage de la mosquée que j'ai fait dans les années 91, un des rescapés qui est passé par la mosquée, à Souline, m'a dit qu'il avait un prieur à Paris, à la mosquée, qui est en même temps marchand de légumes, qui était important à l'époque parce que vraiment c'était important d'avoir mangé. Et qui avait fait, il avait un copain qui était Hazan, c'est-à-dire Hazan c'est un chantre de synagogue, c'est l'homme qui chante les versets de la Torah, etc. Avec, et qui était d'Alger, probablement près de chez lui. Il lui a fait traverser toute la France et l'embarquer sur une bétaillère qui en même temps rapatriait des bergers qui avaient accompagné des moutons en France. Voilà, donc on apportait des moutons avec les bergers et ils étaient rapatriés. Donc voilà, et ça c'est l'histoire authentique et je m'en suis inspiré. Le reste évidemment c'est du roman, c'est de la fiction. Alors tu choisis comme narrateur Raymond Ious, donc juif berbère algérois. Pourquoi avoir choisi Raymond plutôt que Mohammed? Parce que je crois que les juifs berbères ont subi un double oubli. D'abord, ils étaient là en même temps que les autres berbères, je ne sais pas, depuis des millénaires, enfin pas des millénaires, mais depuis des siècles. Et il se trouve que lorsque les juifs espagnols sont arrivés, en 1492, ils ont trouvé un judaïsme bizarre qui était un judaïsme berbère avec des accommodements. Alors on dit mais qu'est-ce que vous faites là, etc. Fort de leur science, parce que c'était
des docteurs, des docteurs de la loi, des gens qui connaissaient la Torah sur le bout des doigts, qui faisaient des spéculations partout et qui trouvaient un judaïsme assez bizarre, qui est un judaïsme berbère. Donc ils l'ont évidemment modifié, et ce judaïsme-là, hélas, s'est perdu. Voilà. Donc Raymond est un peu l'héritier de ça. Ce qu'il a gardé, c'est plus des habitudes culinaires que vraiment le fond de la foi. Oui. Alors on va un petit peu passer en revue les personnages principaux de cette histoire, à commencer par Mohammed. Donc, qui est Mohammed? Mohammed, on l'appelait l'imam rouge, c'est-à-dire qu'il était très proche de ses ouvriers plutôt syndiqués, politiquement affûtés quand même, et qui était, par la force des choses, entré dans la résistance. Donc, il était très proche d'eux. Et évidemment, l'institution mosquée était plus réticente à s'engager dans la résistance. Mais du moins, Ben Gabrit, qui était le recteur de l'époque, laissait faire. Voilà. On peut dire qu'il savait ce qui se passait et qu'il laissait faire. Et à ce niveau-là, donc il était lui aussi, c'était aussi une forme de résistance. Donc Mohammed, on l'a défini dans sa fonction, dans le roman, personnage de roman, donc marchand de légumes, comme on l'a dit, marchand de légumes à Paris. Donc prieur occasionnelle. Pourquoi occasionnelle? C'était pas sa profession, il faisait ça par bénévolat. D'accord. Il n'était pas stipendié par la mosquée. Il y avait des prieurs, les muezzins ou tout ça, qui étaient payés par la mosquée. Lui, non. Après, on l'a intégré un peu parce qu'on l'a intégré à la Libération, on l'a intégré dans l'organigramme, mais jusqu'à la Libération, il était plutôt. D'accord. Alors, dans le roman, Mohammed, en fait, en quoi son profil en fait-il d'emblée la victime toute désignée des fondamentalistes religieux? Parce que d'une part, il avait une lecture du Coran qui ressemblait plus à une étude critique qu'à une... en général, on apprend le Coran en récitant les jazz, je ne sais pas comment ça s'appelait, par cœur, etc. Donc, on éliminait tout esprit critique. Et lui, qui avait lu Averroès, Ibn Rushd, qui disait, pourtant c'était il y a longtemps, et qui disait que un intellectuel, enfin quelqu'un qui possédait le savoir, se devait de critiquer le texte. On l'a envoyé à Marrakech pour ça. Voilà. Donc il y avait une volonté de regarder le texte, le Coran, comme un texte qui pouvait évoluer au fil des années, en face des modifications, des évolutions du siècle, etc. Et c'était un peu... il n'était pas le seul à avoir cette idée-là. Il y a eu des tas de docteurs musulmans, enfin, en religieux, qui voulaient que le Coran soit lu à la lumière du siècle. Voilà. D'accord. Passons au personnage de Raymond. Donc, peux-tu nous dire du personnage de Raymond? Raymond, dans le film, c'est donc un Jules Verber. Dans le film, dans le roman? Ah, dans le roman. Oui. C'est donc un Jules Verber, dont la famille était fanatique du Chabi,
Chalabi. Ils jouaient ensemble avec des Algériens, des musulmans. Ils avaient fait un orchestre qui jouait dans la Casbah. Donc, le charbi, c'est une musique, en fait, qui est née de la conjonction de musiciens juifs et de musiciens kabyles. Hadj Mohamed Lanka était kabyle, malgré son nom renflant, voilà, était kabyle. Cheikh Herman était kabyle, était juif. Voilà. Donc, c'est une heureuse découverte de trouver que cette musique, qui est un peu le blues ou de l'Algérie, était inventée par deux minorités en quelque sorte, mais fondamentalement berbères. Voilà. Alors, puisqu'on parle de Raymond musicien, donc c'est un thème assez récurrent dans ton roman, c'est la musique. Elle est omniprésente. Alors, Raymond est musicien, on y parle donc, comme tu viens de nous le dire, de Chalabi. Et puis le chant du chardonneret. Chant du chardonneret. Alors, le chardonneret, je ne sais pas, mais en Algérie, presque toutes les familles avaient un chardonneret. Et il le faisait chanter, et lui donnait une volière, vraiment une cage énorme, et il chantait, et il le mettait aux fenêtres pour chanter. Et le chardonneret de Kabylie en particulier était particulièrement apprécié pour son chant. Et il se trouve que le chardonneret se répandait de fenêtre en fenêtre et qu'il faisait une espèce de chant assez extraordinaire. Et puis, puisqu'on en est au thème musical, justement, tu évoques aussi un musicien turc qui paraît dans ton roman. Oui, c'est Faisal C. Qui existe, lui. Faisal C, je ferai la prononciation, je ne vous la garantis pas, mais bon, c'est vrai, c'est le C. C'est un pianiste très connu dans le monde, qui avait fait un festival, je ne sais plus, sur une ville côtière de Turquie, qui était très connu des pianistes mondiaux, c'est un festival de piano. Et du coup, parce qu'il a déclaré un jour qu'il était athée, on lui a enlevé ce festival et on l'a accusé d'avoir injurié la religion. Donc, c'est quelqu'un qui a été opprimé, alors c'est un très 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 grand pianiste et très très grand compositeur, vraiment de renommée internationale. Et dernièrement, il a aggravé son cas. On lui demandait, parce qu'il avait fait un truc sur une musique où il a dit que c'est le paradis, on lui a demandé est-ce que c'est le paradis d'Allah. Dieu ne parlait pas du paradis d'Allah, c'est un bordel. À cause de ces vierges qui attendent le musulman méritant sur le dos. Voilà. Donc, évidemment, ça n'a pas plu. Il a eu 10 ans de taux. En Turquie. En Turquie. En Turquie. Oui, ça c'est actuel. Hein. Alors, il ne les a pas fait heureusement parce que ça fait un tel barreau mondial que la Cour suprême de Turquie l'a amnistié. Enfin, elle l'a amnistié, mais elle n'a pas dit qu'il avait raison. Voilà. Bien sûr. Alors, autre thème, après la musique, autre thème, c'est la difficile transmission intergénérationnelle, qui est illustrée notamment par la relation tumultueuse entre Raymond et son fils Nathan. Alors, Nathan, dans le roman, est proche du Bétar. Bétar, c'est un mouvement juif sioniste radical. Et lorsque son père lui reproche d'être fasciste, ce père, Raymond, qui lui a enseigné la tolérance et le respect d'autrui, le fils lui répond « Oui,
fasciste si on veut avoir une chance de s'en sortir. Alors, c'est un discours qui résonne particulièrement dans l'air du temps, non? Oui, parce que malheureusement, il y a une forme de radicalité juive qui est dans le Bétar. Le Bétar est même plus loin, plus que le Bétar, sont des illustrations. On le voit actuellement où des gens proposent par exemple, sont honte de transférer les Palestiniens au Congo pour pouvoir s'installer à Gaza. C'est incroyable. C'est exactement ce que proposait Hitler pour les Juifs. Oui. Il proposait, dans un premier temps, avant la solution finale, il pensait qu'on pouvait trouver un pays, Madagascar, c'était Madagascar qui était avancé, pour mettre tous les Juifs allemands là-bas et qu'on n'en parle plus. Voilà. Et il se trouve qu'en 2023, des Israéliens pensent pouvoir faire évacuer les Palestiniens de Gaza pour s'y installer et les envoyer au Congo. Pourquoi le Congo? Ça, je me demande, mais si quelqu'un peut m'éclairer, pourquoi le Congo? Voilà. Et donc, cette tendance-là, le Bétar qui paraît bien, le Bétar, c'était aussi la naissance de l'Irgun. Si, par exemple, le 7 octobre, les Israéliens ont vécu ça comme un pogrom, dans leur conscience, les Palestiniens vivent le départ de leur maison comme aussi un traumatisme. La Nebka, c'est aussi important que le pogrom, les pogromistes. Donc, on est dans deux traumatismes qui est difficile de conjuguer. Alors, dans la transmission intergénérationnelle, la transmission à contrario, entre Mohammed et son fils, se fait dans la douceur, semble-t-il. Son petit-fils. Mohammed, je parle de Mohammed. Et de son fils, c'est Reski, non? C'est ça, Reski. Donc, Mohammed, là je cite, parlant de son fils, dit « Je lui remplis les yeux des plus belles choses. Comme ça, quand il saura comment est morte sa mère, il n'aura pas de haine. » C'est à méditer, parce que la mère meurt pendant les massacres d'octobre 61. Voilà. Passons un peu. Donc, on va suivre cette famille de juifs berbères à Alger, sous le régime de Vichy, d'abord. Puis, on va traverser l'histoire, notamment avec les massacres de Sétif en 1945. On va traverser donc l'histoire de la guerre d'indépendance, les attentats au AS, le Milbar, la surenchère des attentats, etc., etc. Les massacres d'octobre 61, comme je vous le disais. Alors, à travers cette fiction-là, on va revisiter la grande histoire. Et on va y apprendre plein de choses. Notamment, moi je l'ai appris, qu'il y avait eu, disons, une fatwa lue dans les mosquées d'Algérie pour interdire aux musulmans de participer à la curée lors de la confiscation puis de la vente des biens juifs sous le régime de Vichy. Oui, parce que le décret Crémieux a été annulé, et à Alger, les autorités étaient pétainistes, appliquaient donc les lois anti-juives de Pétain. En particulier, les médecins enlevaient leurs plaques, ils n'avaient pas le droit d'exercer, et ceux qui avaient
un bien, une boutique, etc., on trouvait moyen de, de confisquer cette boutique et de la vendre aux enchères. Les Européens d'Algérie en ont profité parce que c'était une manne de vouloir. Mais les musulmans, et ça a été documenté par Aboul Kerb, qui était le chef des résistants algériens, des résistants à Alger, qui disait que les musulmans se sont bien, parce qu'on les appelait comme ça, les musulmans pour faire, à l'époque on appelait ça les musulmans. Voilà. Les musulmans se sont absolument bien comportés parce qu'il y a eu un texte dit dans les mosquées qui leur interdisait de participer à la curée des belles juifs. Voilà. Alors, comme je disais, on apprend beaucoup de choses. J'ai relevé aussi ce fait-là que l'OAS interdisait les déménagements des pieds noirs. Oui, parce que l'OAS pensait que plus elle gardait d'Européens, plus ses moyens d'action étaient multipliés, étaient renforcés, interdisait le déménagement des pieds noirs, en fait. Alors interdisait, quand quelqu'un est déménagé, il y avait des assassinats pour ça, à cause de ça. Des gens qui préparaient leurs valises, qui partaient la nuit, et ils s'attendaient qu'ils allaient vers l'aéroport, on les attendait sur le chemin, ça s'appelait Maison Blanche à l'époque, l'aéroport, et ils les canardaient, donc il y a eu des morts qui devaient déménager et qui n'ont pas pu. Donc, c'est là aussi qu'on se révèle l'explication du titre. Cendre et sable. La famille Illouz donc quitte l'Algérie en 62, et je cite, « C'était un jour de sirocco, un goût de cendre et de sable râpait nos gorges, cendres et sable nous suffoquaient. » La musique, ben, on en a parlé. Et puis je voudrais qu'on revienne aussi, même si on l'a abordé, là, je voudrais qu'on revienne sur ce thème qui est assez récurrent dans presque tous tes romans. C'est le thème d'Al-Andalus et l'esprit d'Averroès qui plane un peu sur dans toute ton œuvre. C'est cet esprit, c'est celui qui guide dans ce roman, Cendre et sable, Mohand, et c'est aussi celui qu'on va donc retrouver à maintes reprises chez toi. Et il y a cette conviction, justement, que lorsque Arabes et Juifs se sont entendus, ils ont été à l'origine d'Al-Andalus. Donc on peut revenir sur ce thème d'Al-Andalus. Oui, parce que c'est une nostalgie, même si on la mythifie un peu, c'était quand même une civilisation d'une telle, très brillante, et il est évident qu'à l'indépendance d'Algérie, j'avais une nostalgie pour que l'Algérie devienne un deuxième Andalous. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce que quand on conserve des minorités dans un pays, c'est comme quand on met du levain dans le pain. C'est un levain pour l'avenir. Voilà. Et malheureusement, on a loupé le coup. Alors, je vais vous lire un extrait. On verra ensuite si tu veux revenir sur certaines choses. Je vais vous lire un extrait que j'ai choisi. Il y en aurait tant et tant à lire. Mais je choisis celui-ci parce qu'on va rester justement dans ce thème d'Al-Andalus. Donc c'est Mohand qui parle là. Ibn Rushd, Averroès comme on l'appelle, se méfiait des certitudes apparentes du texte. Il incombe au clerc d'interroger le livre, de le triturer dans tous les sens. Solide, il ne risque rien, disait-il. C'est ce que je prêche le vendredi. Je n'invente rien,
Je ne fais que citer. À l'époque, cette exégèse ne portait pas à conséquence. Morand bénéficiait d'une large audience. Les ouvriers algériens se bousculaient pour l'écouter, d'autant qu'au détour d'un hadith, il dénonçait les injustices sociales et incitait ses ouailles à les combattre. Un soir, alors que le deuil touchait à sa fin, il m'a paru très préoccupé. Il venait de se heurter à un religieux dissimulant arrogance et fatuité sous son énorme turban. Il prônait, avec le soutien du recteur, un retour à l'orthodoxie et soutenait péremptoire que le texte est intouchable parce que parfait. Une reprise en main s'annonçait avec menace en filigrane à la clé. Il ne peut y avoir qu'une seule vérité, celle du salaf, la tradition. Le débat nourrit l'impiété, affirmait-il en scandant les mots. Je répliquais avec la même vigueur, au risque d'un dialogue de sourds, que celui qui pense ainsi prenait la responsabilité de déclencher une grande violence, voire des heurts sanglants entre fidèles. Il me rétorqua que la violence était licite contre les ennemis du prophète. Paroles prémonitoires qui annonçaient non seulement la mise à l'écart, mais l'élimination de mon ami. Morand, porté par sa passion quasi prophétique de passer au crible le texte sacré, ne s'était pas rendu compte que l'auditoire avait muté et que les nouveaux fidèles, bourrés de ressentiment, exigeaient une religion en battle dress. Voilà. Est-ce que tu veux évoquer autre chose Non. Non, tu penses qu'on a fait le tour? Bon, eh bien, je vais vous passer la parole. Même si beaucoup de choses ont été dites, je pense qu'il doit y avoir quelques petites questions, suggestions. Oui, Philippe. Moi, j'ai juste une question. Oui, Philippe, j'ai juste une question simplement factuelle. Au début de votre intervention, vous avez évoqué cette lettre que le recteur de la mosquée de Paris dont vous avez retrouvé le texte que vous avez cité, qui appelait les musulmans à protéger en fait des enfants juifs, si j'ai bien compris. Ça, c'est tout simplement factuel. Est-ce que ça se situe au moment de la rafle du Veldiv ou est-ce que c'est à quel moment elle a été écrite cette lettre? Écoutez, elle n'est pas datée, mais j'ai eu l'original un peu. Enfin, l'original. La photocopie pas la photocopie, le facsimilé, la copie à l'alcool de cette lettre-là. Il n'y a pas, il y a écrit Irali, c'est-à-dire hier. Mais ça ne veut pas dire que ça a été. Bon, en tous les cas, c'est contemporain à la rafle du Veldiv. Puisqu'ils disent hier, hier, on a arrêté les Juifs de Paris. Oui, donc c'est pour ça que je pose hier la question. Ne veut pas dire que c'est daté, que c'est le 18 juillet 42, mais que ça pouvait être quelques hier, semaines avant. Voilà, c'est le passé. Donc c'est en tous les cas en 42, dans l'été 42. Oui, d'autres précisions? Sur cette période particulièrement riche, peu traitée, sous l'angle traité Parce par Derry, bien sûr. Pas très loin, là, derrière l'église, il y avait aussi un témoignage quand j'ai tourné Belleville aux quatre coins du monde. C'était toutes les immigrations qui sont passées à Belleville.
Il y a une vieille femme qui m'a raconté que c'était une espèce de taudis qui était vraiment parallèle à l'église c'est Ménilmontant, cette église? Oui. Oui. Eh bien, c'était un taudis où habitaient des ouvriers kabyles et des juifs venus récemment d'Europe centrale. Et lorsqu'il y a eu la rafle, il y a eu des kabyles qui avaient aidé les juifs à se cacher. Voilà. J'ai tourné ça dans les années 90 aussi, ça s'appelait Belle-Ville aux quatre coins du monde, et qui ont été, j'ai eu la surprise d'avoir programmé hier ou avant-hier, mais à des heures, je ne sais pas, 0h15 ou je ne sais quoi, sur France 3. Ben justement, parlons un petit peu du film, La mosquée de Paris, qui tourne, comme je disais tout à l'heure, qui continue donc à tourner dans les écoles, mais pas que. Et tu me dis, comment est-ce que c'est reçu, et notamment dans les écoles, comment est-ce que est reçu ce film? Le problème, c'est qu'il y a une transformation. Jusqu'à présent, les gens, les gamins, étaient contents d'apprendre que leurs aïeux avaient fait un acte finalement plus que de bravoure, parce que si on pensait quelqu'un qui était un juif, était déporté ou alors carrément fusillé sur place. Hein. C'était pas anodin. Et donc ils étaient contents. Là, depuis quelque temps, je n'ai pas de réaction, j'ai des réactions de Kabyles, les gens, quand je leur lis la lettre, la fameuse lettre, là, ils sont contents parce qu'ils entendent. Voilà. Mais sinon, je trouve qu'il y a une transformation, mais en pire, chez les gamins, pour entendre cette histoire qui finalement devrait les booster, les encourager à être tolérants. Voilà. Mais quand tu dis empire, c'est-à-dire qu'il C'est-à-dire il que n'accepte pas, il le nie. Tout de suite me disent ah oui, mais les Palestiniens, ben d'accord, les Palestiniens. Comme s'il fallait choisir entre des gens qui souffrent. Je veux dire, c'était à l'époque, 42, c'était les Juifs qui souffraient. Actuellement, ce sont les Palestiniens qu'on veut éliminer. Mais c'est très difficile de parler, de serrer l'époque. Oui, je voulais justement rebondir sur cela. Qu'est-ce qui a fait, c'est dans l'intérêt de qui qu'on nous a caché vraiment cette histoire des deux rives de la Méditerranée. On nous a vraiment caché ces histoires-là. Et à l'ère du communautarisme et puis des extrémismes actuels, une histoire pareille, franchement, elle n'arrange personne. Donc elle est d'autant plus terrée que de ce côté de la Méditerranée que de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que cette histoire-là reste vraiment cachée? Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Voilà. Comme quoi des Kabyles ou des musulmans, voilà, entre guillemets, ont aidé des Juifs contre la rafle des Allemands à l'ère de l'occupation. Il y a aussi une volonté de Ouad Hachem, c'est lui qui distribue un peu le titre de Juste. Pour la mosquée de Paris, ils hésitent. Hein, parce que, il est évident, il y a un Tunisien qui s'appelait Abdelouab, qui a caché des Juifs. Et ce sont ceux qui l'ont caché qui sont intervenus chez Ouad Hachem pour reconnaître son titre de Juste. Parce qu'il disait qu'il n'était pas menacé par les Allemands. Mais dans ces cas-là, les Justes qui cachaient les Juifs n'étaient pas menacés directement par les Allemands. Voilà. Donc il y a une volonté aussi politique de ne pas promouvoir des Arabes ou des Kabyles comme Justes. Hein, il y a ça aussi, il faut le dire. Hein, je dis simplement.
Yad Vashem sélectionne un peu les justes, comme on l'entend. Il y a des justes plus justes que les justes. Voilà, des bons justes et des mauvais justes. Voilà. Ah oui, alors justement, parce que là on a vu un peu la réception de ce film et donc de cette histoire dans les écoles. Mais moi je me souviens qu'un jour j'avais assisté à une rencontre qui avait été organisée autour de ton film au centre juif près de la Seine. Là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, oui. Voilà. Et comment est-ce que c'est accueilli par cette population-là, alors justement? Ben, là, c'était des enfants cachés, donc ils savaient très bien par où ils sont passés. Hein. Donc il y avait des gens, il y a beaucoup, plus qu'on ne le croit, de gens qui étaient dans une précarité totale. Hein. Les ouvriers kabyles n'étaient pas riches, mais ils ont caché, ils ont nourri des gens chez eux pendant cette rafle-là. Donc, les gens qui étaient enfants cachés, il y en avait parmi eux, c'était des dames d'un certain âge, qui avaient vécu cette expérience. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais dans le public, il y a des gens qui disaient « Ah bon, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible que des Arabes, parce que ce soit kabyle ou pas, c'est toujours un Arabe, que les Arabes aient pu cacher des Juifs. » C'était... alors que c'est vrai. Et là, j'ai une voisine récemment, je ne savais pas, mais son grand-père lui a dit « N'oublie pas, ma petite fille, que c'est un Arabe, enfin, en fait c'est un Kabyle, qui m'a caché pendant toute la guerre. » Quand on sait comment il était difficile de se nourrir, comment il était difficile de trouver le pain, n'importe quoi, tout était étiqueté avec des billets, il y avait les J3, toute une catégorie de gens qui prenaient, quand on allait chercher du pain, on avait un ticket de pain, et il fallait le donner. Donc, c'est comment ils ont réussi à survivre avec un homme et ses deux enfants, je ne sais pas. Mais ils ont survécu. Voilà. Oui. Le musicien Raymond. Excusez-moi, je suis un peu dur d'oreille. Vous avez fait allusion à Raymond, le musicien. Oui, vraiment. Est-ce qu'il a une parenté ou c'est le même de Constantine, Raymond de Constantine? Raymond, il y a un roman. Le cher Raymond. Oui, cher Raymond. Notamment, qui m'a on parle son nom, quoi. C'est les gens. Agendre Abbasias, c'est le même. Non, le Raymond. Oui, le Raymond. Non. En fait, j'ai pensé à Raymond. Le cher Raymond, pour choisir le prénom, c'est tout. C'est un personnage fictif. Ce sont des personnages de romans, hein, Ouais, même s'ils sont inspirés par... Voilà. Autre réflexion? Question? Sinon, on va se retrouver à la signature. Hein? D'accord? Voilà, je vous remercie Ok, merci à d'avoir vous. eu la patience de m'écouter. Merci d'aimer. Même avec